On montre l'entrepreneur, c'est un peu le héros solitaire de nos temps modernes. En fait, en vrai, il y a tout un staff derrière. C'est comme le sportif de haut niveau. On le voit, c'est lui qui court, hein, c'est lui qui est dans la piscine et qui va gagner à la course. Mais en vrai, il y a énormément de gens derrière, hein. Et nos entrepreneurs deep tech, c'est exactement le cas. Il y a plein de gens, Dynergy en fait partie en fait, hein, qui travaillent autour, qui peuvent apporter des éléments, qui accompagnent, qui apportent de l'expertise. Et c'est grâce à ça que ces gens-là peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes et construire une boîte qui va être solide, hein, qui va être crédible, qui va pouvoir aller chercher des fonds, qui va pouvoir trouver des marchés et qui va pouvoir se développer et construire finalement le tissu économique de demain et l'industrie de demain. On a vraiment une logique de séparation entre le monde public et le monde privé, alors qu'en fait, finalement, les startups deep tech, c'est des émergences du monde public. Il y a un moment donné où c'est complètement sorti, mais il y a toute une phase, ça doit collaborer et ça collabore. C'est pas juste un contrat de transfert de technologie, je te donne la techno et tu te débrouilles. C'est les gens qui se parlent ensemble, c'est des tests chiffres, c'est de l'accueil sur place, c'est de la recherche collaborative, c'est des discussions entre chercheurs, c'est l'utilisation du matériel et des plateformes technologiques qui sont dans les labos pour pouvoir réfléchir ensemble et travailler. Il y a tout cette collaboration entre les deux. Bienvenue Pascal sur ce podcast Deep in Tech. Je suis ravie de t'accueillir. Tu es aujourd'hui directrice de la Deep Tech chez BPI au sein de la direction de l'innovation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer ce qu'est ton rôle et ton parcours pour occuper ce poste et quels sont tes grands enjeux? Alors, c'est ouvert, c'est très large, hein. Bien sûr, tout à fait. Pour démarrer, d'abord, merci pour ton invitation, Florence. Je suis ravie d'être avec toi cet après-midi. Alors, je travaille pour BPI France, hein, comme tu l'as dit. Peut-être on dira un mot de ce qu'est BPI France, parce que Avec plaisir. je m'aperçois souvent que les gens ne savent pas ce que c'est, ou en ont une vision qui est très partielle, exactement. Donc, effectivement, moi, je suis en charge de la direction Deep Tech à BPI France, au sein de la direction de l'innovation. Ça fait 6 ans que je suis là. Auparavant, j'ai travaillé pendant une petite dizaine d'années dans le monde académique. J'ai dirigé une école d'ingénieurs, je travaillais pour l'Université Paris-Saclay. Et puis, j'ai fait beaucoup d'autres choses, dont en particulier dans l'innovation, mais plutôt dans le secteur de la gestion de l'eau, des infrastructures. Et là, de l'autre côté, plus en tant que maître d'œuvre et en tant que maître d'ouvrage. Donc voilà, beaucoup de choses. Donc BPI France, c'est une structure qui a été créée en 2013. Hein, c'est le bras armé de l'État pour soutenir les entreprises qui veulent se développer. On fait tout ce qui peut aider les entreprises à se développer, c'est-à-dire qu'on leur apporte des financements, à la fois des prêts, mais aussi des subventions, des avances remboursables. Mais on leur apporte des garanties. On a été très présents au moment du Covid pour apporter les garanties des prêts sans garantie de l'État. Et on intervient aussi pour investir dans les entreprises. Donc, on intervient en fonds propres. Et on a une grosse activité capital croissance. Donc, on a 50 milliards d'actifs sous gestion. On est un gros acteur de l'investissement en capital sur la place européenne et même mondiale d'une certaine façon. Et puis, on intervient beaucoup en capital risque, hein, ce qui est plus proche de ce dont on va parler, avec beaucoup d'entreprises deep tech dans notre portefeuille. Et de fonds aussi, vous investissez dans des fonds Tout à fait. On intervient aussi en fonds de fonds, c'est-à-dire qu'on finance des fonds qui ensuite eux-mêmes investissent dans des entreprises et on va chercher des fonds d'ailleurs un petit peu partout. On intervient avec nos fonds propres, des fonds de l'État et puis des fonds qu'on va chercher un peu partout dans le monde. Et en capital risque, on a grosso modo 8 milliards d'actifs sous gestion. Ce qui est énorme, puisque effectivement BPI France, c'est un vrai accélérateur de l'innovation en France. Tout à fait. Sans vous, il n'y aurait pas beaucoup d'entrepreneurs, on peut le dire. En tout cas, il y en aurait certainement moins. Voilà, en tout cas, on est auprès d'eux. Vous êtes un vrai accélérateur. Et qu'est-ce qui fait dans ce parcours où tu as été plutôt du côté infrastructure, MOA, qui sont des clients de ces deep tech et de ces startups, puis en direction d'école d'ingénieurs, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé chez BPI sur ce sujet de la deep tech, puisque si mes calculs sont bons,
tu es arrivé au moment du lancement du plan Deep Tech en 2019. Pourquoi tu es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ce challenge, en fait, en 2019, qui était quand même un programme ambitieux jusqu'à 2030 pour faire émerger un écosystème qui était là, mais moins structuré. Comment ça s'est passé? Tu es arrivé chez BPI en 2019, au moment du lancement du plan Deep Tech 2030. Après un parcours finalement très opérationnel dans des collectivités sur des sujets d'infrastructure et la direction d'école d'ingénieurs, qu'est-ce qui t'a amené à ce poste, en fait? Qu'est-ce qui fait que tu as pris ce challenge de structurer finalement un écosystème qui existait mais qui n'était pas aussi abouti qu'il ne l'est aujourd'hui? Alors, pourquoi on prend des challenges? C'est toujours des histoires d'opportunités parce qu'on est là à ce moment-là et que finalement on a envie, l'envie est réciproque. Moi, c'était un peu la fin d'un cycle. J'étais à l'université Paris-Saclay. C'était le moment où on a basculé sur la création de l'université Paris-Saclay. Et donc, le travail de préparation était peut-être, c'est jamais à son terme, mais en tout cas, c'était un moment de passage. Et puis, effectivement, BPI France cherchait à mettre en place le plan Deep Tech. On se dira ce que c'est. Donc, il s'agissait de tout créer, en fait, et de construire une nouvelle activité. Et avec en particulier cet enjeu de rapprocher le monde académique du monde de BPI France, qui finalement collaborait, mais de façon un peu lâche, en fait. C'est parce que ça n'avait pas été dans les priorités de la constitution de BPI France, qui était plutôt sur la French Tech, donc sur les startups du numérique. Et donc, par rapport à ce qui était mon parcours, ça faisait sens. BPI France est une belle maison, donc venir travailler pour BPI France, c'était vraiment très, très chouette. Voilà, et puis moi, j'aime monter de nouvelles activités. C'est vraiment ce que j'aime, construire des choses. Et j'aime construire des choses dans des écosystèmes, justement, travailler avec une multitude d'acteurs. Et puis l'innovation, c'est quelque chose aussi qui fait vraiment sens pour moi. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis un fit qui s'est fait avec les équipes de BPI France, et ce qui fait que j'ai démarré effectivement en février 2019. Alors, pourquoi la direction Deep Tech? Donc, c'était la création d'une direction spécifique au niveau de la direction de l'innovation. Et la volonté de BPI France, à ce moment-là, par rapport à ces startups de haute technologie profonde, où on peut le dire comme ça en français, c'était d'avoir une approche qui était à la fois systémique et écosystémique. Parce que finalement, nous, je le disais, on a beaucoup d'activités, on fait de l'accompagnement, on fait du financement, on fait de l'investissement, on fait ça en réseau, on fait ça au niveau national avec les grands appels à projets. À l'époque, c'était le plan d'investissement d'avenir. Enfin, donc, on a beaucoup de métiers différents. Et on est organisé plutôt par métier, en fait, même si ce qui nous rejoint tous, c'est le fait d'aider les entreprises à se développer, les entrepreneurs à se développer. Mais le diagnostic qui était fait au niveau de BPI France, qu'avait fait Nicolas Dufour, Paul-François Fournier, c'était le fait que si on voulait vraiment faire monter en puissance ces startups, en particulier les startups qui sortaient des laboratoires de recherche, il fallait qu'on travaille pas simplement sur les produits. Donc, il y a des produits spécifiques qui ont été mis en place à ce moment-là. Il fallait qu'on ne travaille pas simplement sur les produits, mais qu'on ait une approche où on fasse travailler conjointement un peu tous les outils, à la fois de l'accompagnement, les investissements avec le financement, mais aussi que BPI France travaille avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Parce qu'en fait, il y avait cette conviction que on se connaissait mal les uns les autres, qu'il y avait beaucoup de préjugés en fait entre le monde académique et les investisseurs en capital risque. La BPI en tant que telle. Voilà, la BPI en tant que telle, qui était vue un petit peu de loin par les acteurs académiques. De la part du monde des investisseurs, un peu de méfiance vis-à-vis des entrepreneurs-chercheurs, vis-à-vis de startups qui étaient très amont, qui étaient assez loin du marché, qui embarquaient des technologies de rupture dont on se disait comment on évalue s'il y a vraiment du contenu ou non. Dans des secteurs compliqués en plus, industriels, médicaux. Exactement. Et donc tout ça, ça nécessitait qu'on ait une approche globale, qu'on ne se dise pas juste nous, BPI France, on va déployer nos produits, on va adapter nos produits et puis on verra bien.
mais qu'on travaille à tisser du lien entre tous ces acteurs pour qu'on parle la même langue. Est-ce qu'il a fallu justement, à une période où en 2019, on était quand même très dans ce monde de la start-up, du scale-up, du SaaS, qui ont appelé des expertises d'analyse financière un peu spécifiques, mais c'était quand même des modèles économiques connus, je dirais, en 2019. Est-ce qu'il a fallu, dans cette équipe Deep Tech, intégrer des nouvelles compétences, en tout cas créer une équipe qui était compatible avec finalement un écosystème assez neuf pour BPI France? Comment vous avez construit le début du plan Deep Tech et de cette équipe BPI dédiée? Alors ça, c'est toute la difficulté quand on démarre une nouvelle activité, surtout une nouvelle activité qui s'inscrit pas dans une histoire. On a pas mal fonctionné avec au début des gens qui intervenaient en freelance, qui venaient du monde de l'accompagnement des startups, qui avaient travaillé de la valo, de l'investissement, enfin des gens qui avaient cette culture déjà de cet écosystème. Et donc qu'on a agrégé, puis des gens aussi de l'interne qui avaient plus la culture du financement. Il y avait, alors ça n'a pas été le cas, mais on a créé une sorte de réseau en interne à BPI France, des gens qui travaillent pour la Deep Tech. Et dans ce réseau, il y a des gens qui sont des anciens de l'ANVAR, l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche, puisqu'il y a eu l'ANVAR, ensuite Oseo, et puis ensuite BPI France. Les aïeux de BPI. Exactement, on s'inscrit dans une histoire où à une époque, on était beaucoup plus proches. Et il y a toujours ces gens-là qui sont toujours au sein de BPI France et qui étaient vraiment ravis de se réinvestir dans ces sujets-là. Donc voilà, ça a été... donc il y a des gens qui sont intervenus sur certains dispositifs, qui venaient en freelance et puis qu'on a intégrés. Et puis voilà, on a intégré des profils un peu différents, venant soit de la valo, soit de l'animation, soit de l'informatique, parce qu'on a monté la plateforme Les Deep Tech. Voilà, soit de la communication. Donc en entrepreneuriat interne, un peu, la création de cette équipe. C'est ça, exactement. Comme on a beaucoup de métiers différents et qu'on travaille avec beaucoup de gens, en fait, ça a nécessité des gens qui étaient très ouverts, assez souples, en fait, dans leur capacité à dialoguer avec des gens différents, finalement, et à faire se parler ensemble des métiers différents. Et donc, ça fait une équipe qui est très, très chouette. Aujourd'hui, on est une quinzaine. Ce qui n'est pas si énorme au regard. Non. Et tu vas nous le dire après, finalement, des résultats après 6 ans de ce plan Deep Tech qui court jusqu'à 2030, mais qui a quand même été initié il y a 6 ans. Est-ce que tu peux nous faire un bilan de ces 6 premières années? Ce plan Deep Tech, il avait vocation à créer 500 startups par an dans la Deep Tech et dans plusieurs secteurs. Plusieurs milliards investis. Quel est le bilan de ces 6 premières années quand tu te retournes sur le parcours? Alors, quand on se retourne, on se dit qu'on a fait beaucoup de chemin. Quand on regarde devant, on se dit « Oh là là, mais il y a beaucoup de choses à faire ». Mais c'est sympa de se retourner régulièrement et de se dire quand même, on a fait pas mal de chemin. En termes de moyens, on a mobilisé autour de 15 milliards d'argent public en financement, avances remboursables, investissements, fonds de fonds, etc. Donc, c'est quand même très conséquent dans une période qui était très, très favorable, qui a été très, très porteuse, avec une volonté de la part de l'État vraiment de soutenir le développement de cet écosystème. Donc, c'est une chance d'avoir porté ça dans cette période-là. On pourra parler de l'avenir, mais je pense que les choses seront plus compliquées. On était, quand on a démarré le plan Deep Tech, autour de 160 startups Deep Tech créées par an. En fait, le plan Deep Tech, je disais, il est issu d'un constat que tout le travail sur la French Tech, en fait, avait permis vraiment de faire monter en puissance l'écosystème du capital risque en France. C'est vrai. Mais que les startups à fort contenu technologique, issus de la recherche. À dose de R&D, ouais, tout à fait. Et ben en fait, ce nombre de startups, c'était pas développé. Et donc, elles étaient restées un peu à côté de la dynamique French Tech, qui était beaucoup axée sur le numérique. Alors, la santé, bien sûr, ça fait longtemps que la santé est engagée dans ce modèle pour faire de la R&D, finalement, parce que c'est une façon de faire de la R&D et de l'innovation, les startups. Et donc, autour de 160 startups créées.
L'année dernière, on était autour de 380. Donc, on voit qu'il y a eu Une croissance, une en tout très cas, forte une croissance. explosion. En termes d'investissement, on était de l'ordre de 1 milliard au démarrage de fonds levés par an. On a atteint un pic à 4 milliards. L'année dernière, on était plutôt à 3 milliards. On va voir comment les choses se passent cette année. Une année complexe. Voilà, c'est une année complexe. Mais donc, il y a eu une forte croissance, un fort engagement. On s'est situé dans un environnement international qui était porteur aussi, parce qu'on voit que la deep tech s'est développée un peu partout dans le monde, hein, quand même. En tout cas, dans les pays qui avaient, comme nous, une forte activité de recherche, avec un écosystème de recherche et entrepreneurial de bonne qualité. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire que la France a pu prendre sa place dans cette course-là. Oui, on est quatrième écosystème mondial de la deep tech. Donc, ce qui était pas gagné. Ouais, c'est plutôt quelque chose qui est très, très positif. Et donc on a des chiffres. Donc, ces chiffres, ils sont là. On voit beaucoup d'entrepreneurs. Dans l'observatoire, les deep tech, on a mis en place, que maintenant, on suit ça avec les partenaires, avec l'État, avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes de cet écosystème deep tech. On a 2500 startups. Ce qui s'est fait, ce qu'on a construit, c'est des choses qui sont moins tangibles, hein, mais on a participé à faire monter en puissance un vrai écosystème. C'est-à-dire que les acteurs académiques se sont engagés beaucoup plus que ce n'était le cas. Les questions de transfert de technologie ont mûri. Il y a des travaux pour essayer de s'articuler mieux, pour répondre de façon plus pertinente aux contraintes des startups en matière de transfert de tech. On n'est pas encore arrivé au bout, mais ça s'améliore. Les équipes de gouvernance des universités se soucient du nombre de startups créées. C'est devenu un sujet. Il y a tout un travail qui est mené. Il y a les pôles universitaires d'innovation qui ont été mis en place. Oui, on va en reparler peut-être plus tard, parce que les gens ne savent pas très bien. En tout cas, tout le monde ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Il y a une vraie structuration du PUI, mais ça serait intéressant que tu nous expliques. Un des enjeux de 2024, c'était justement de structurer ces PUI en faveur de la deep tech. Et c'est vrai qu'on voit une forte activité de certaines universités, celle de Paris-Saclay, mais PSL... qui est aussi très, très active sur la création de start-up et de champions. Hein. Ils ont des beaux champions de la deep tech qui sortent de leur labo. Et on voit effectivement un changement de culture, de formation des chercheurs à l'entrepreneuriat aussi, à cet état d'esprit qui est un peu différent, qu'on ne voyait pas il y a même 4-5 ans. En tout cas, ce n'était pas à ce point. C'était pas à ce point. Moi, je dirais que toute cette dynamique, nous, on a fait beaucoup d'événements localement. On a le Deep Tech Tour. On a fait 3 saisons du Deep Tech Tour. On voit vraiment une différence entre la première saison, quand on est arrivé. Les gens nous accueillaient volontiers. Mais bon, BPI France, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes là? Enfin... Bon, tandis que là, quand on a fait le dernier Deep Tech Tour, donc on va sur les campus en fait. C'est un événement qui est co-organisé avec les universités et avec leurs acteurs locaux, avec leurs organismes de transfert, les sociétés d'accélération et de transfert de technologies, les incubateurs, les écoles d'ingénieurs, de commerce, etc. Et donc, oui, la première fois, on se découvrait en fait, on se redécouvrait. Et là, maintenant, il y a un vrai... Il y a un vrai engagement de la part de la majeure partie en tout cas, toutes les grosses universités. Les territoires sont engagés sur l'innovation. Alors que l'innovation, ce n'était pas vraiment quelque chose d'important pour beaucoup d'universités. Ça l'était vraiment pour le grade. Voilà, celles qui se battent pour le classement de Shanghai. Mais là, on voit que c'est beaucoup plus réparti, qu'il y a beaucoup plus de chercheurs qui sont embarqués là-dedans, pour qui sentent que pour eux, ça c'est complémentaire en fait de leurs activités de recherche, le fait de pouvoir apporter quelque chose qui va de tangible, qui va jusqu'à un client, jusqu'à un bénéficiaire, qui impacte la société. Donc, il y a eu un vrai changement culturel. Alors, nous, on a joué notre rôle là-dedans. On n'a pas, on ne dit pas qu'on est les seuls à avoir mené cette transformation-là.
Mais je pense qu'on y a fortement participé avec ce travail qu'on a mené au plus près des autres parties prenantes, en créant de l'événement, des moments d'échange, des groupes de travail, des ateliers. On a fait beaucoup de choses, beaucoup en partenariat, beaucoup d'intelligence collective. On a vraiment déployé les outils de l'intelligence collective et de l'animation de réseau Mhm. avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse de travailler avec les business angels, avec les Les SAT. investisseurs, avec les SAT, avec Mm. les incubateurs d'école, les incubateurs de la recherche publique. Voilà, et c'était peut-être des choses qui n'étaient pas habituelles. Chacun était dans son domaine et essayait d'optimiser les choses chez Mm. soi. Mais du coup, il y avait beaucoup de frottements et d'incompréhension et de méfiance. Et puis, c'est un écosystème je dirais, qui a besoin de s'imbriquer. Parce que contrairement à des startups du numérique qui vont aller chercher leur marché assez vite, là, on voit bien que ces acteurs de la deep tech, que ce soit les pôles de compétitivité, les industriels, les créateurs, ils ont besoin d'échanger. En tout cas, ils ont besoin de relais pour pouvoir faire avancer C'est leurs clair. projets, qui ont une phase de R&D assez forte. Donc, effectivement, BPI a été plutôt actif là-dedans, et notamment au travers des appels à projets que vous portez en tant que guichet, qui sont quand même de plus en plus ciblés sur l'innovation Tout de à fait. rupture et différents domaines, hein, l'industrie, la santé. Enfin, on voit que ce qui est aujourd'hui financé est de nature à avoir un impact, je dirais, positif et surtout structurant pour la société dans laquelle on vit. Enfin, on voit bien que les appels à projets là ont été quand même très travaillés en ce Mhm, sens, mhm. avec un niveau d'exigence fort. Et ça, c'est quand même pas si vieux que ça. Euh, et l'écosystème tout entier se mobilise autour Mhm. des appels à projets pour construire en fait des projets qui embarquent plusieurs acteurs sur ces phases d'expérimentation finalement assez longues. Mhm. Tout à fait. C'est vraiment le changement d'état Mm. d'esprit sur ces appels à projets. C'est France 2030, hein, c'est après la période Covid. Il y a eu la volonté de mettre des moyens vraiment massifs, hein, c'est 50 milliards d'euros qui avaient été mobilisés. Mm. Euh, et, euh, et donc, il y a eu un travail qui était conjoint, interministériel, BPI France, l'ADEME, le secrétariat général pour SGIP, l'investissement, qui a été vraiment, enfin oui, qui a mobilisé de façon très, très large et sur l'ensemble de la chaîne de valeur, avec vraiment la volonté d'apporter des solutions aux différents niveaux, à la fois côté recherche, mais aussi côté démonstrateur, côté au moment du transfert de technologie, côté avec infrastructure aussi, hein, parce qu'il y côté a, il y a infrastructure, effectivement toute la exactement. phase, je dirais, d'usine, Tout à fait, de tout à fait. première On s'est usine. mis à financer les usines Mhm. aussi, ce qui était pas le cas. Première usine, démonstrateur, première usine. Enfin, il y a eu la volonté d'essayer de couvrir l'ensemble du champ de l'innovation et pour aussi embarquer non pas que les entreprises existantes, pas que les grosses, parce qu'en France, on a un tropisme grandes Tout entreprises, à hein, fait. mais aussi vraiment embarquer ces jeunes entreprises et ça a créé une dynamique qui a fait émerger aussi tout un tas d'acteurs parce que on C'est parle vrai. toujours, on fait toujours, enfin, on montre l'entrepreneur, c'est un peu le héros solitaire de nos temps modernes. Alors c'est vrai qu'être dirigeant, ben, on est toujours un peu tout seul, hein, c'est pour ça que nous on milite pour les équipes. Mais si on est tout seul, en fait, en vrai, il y a tout un staff derrière. C'est comme le sportif de haut niveau. On le voit, c'est lui qui court, hein, c'est lui qui est dans la piscine et qui va gagner la course. Mais en vrai, il y a énormément de gens derrière, hein. Et nos entrepreneurs deep tech, c'est exactement le cas. Il y a plein de gens, Dynergy en fait partie en fait, hein, qui travaillent autour, qui peuvent apporter des éléments, qui accompagnent, qui apportent de l'expertise. Et c'est grâce à ça, en fait, que ces gens-là peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, hein, et construire une boîte qui va être solide, hein, qui va être crédible, qui va pouvoir aller chercher des fonds, qui va pouvoir trouver des marchés et qui va pouvoir se développer et construire finalement le tissu économique de demain Mm. et l'industrie de demain. Et ça, souvent, on l'oublie un peu. On ne le voit pas. Et Est-ce que ce qui est marquant dans les derniers entretiens qu'on a pu avoir dans ce podcast et en dehors, c'est déjà l'engagement des régions. Alors, il y a certaines tout régions à qui fait. sont
très actives et qui ont développé un tissu de support très fort, mais aussi l'engagement de gros industriels qui ont mis à disposition de cet écosystème entrepreneurial deep tech des moyens, des chaînes de production, l'accès à leurs expertises. Je pense notamment à Thales, qui le fait en Aura, Michelin, qui vient d'ouvrir une Tout à fait. plateforme Michelin, autour de la très engagé. santé. Et ça, Air c'est... Liquide, hein, Voilà, qui est- ouais. exactement. À Paris, on a Fine Climate qui crée des nouvelles formes d'incubateurs aussi, hein, pour ces acteurs de l'industrie et de la deep tech. Ça, c'est assez récent, finalement, de voir un engagement dans les régions. Et les entrepreneurs le disent, ils nous disent, on a aussi un enjeu de recrutement qui est très fort et de nouvelles formes de compétences, notamment en supply chain, des gens qui vont travailler dans des usines. Et ça, c'est pas les compétences, je dirais, de la tech qu'on a à Paris. Et donc, il y a un vrai engagement de certaines régions pour soutenir cet écosystème, là où BPI est aussi quand même assez présent dans les régions pour apporter aussi sa valeur de financeur et finalement de facilitateur Oui. dans l'écosystème. Ce que j'ai trouvé intéressant quand on a échangé, Pascal, c'est que vu que cette équipe Deep Tech, elle est assez jeune, vous avez testé plein de choses depuis 6 ans, notamment par exemple la BFT Lab, qui est un dispositif qui a été mobilisé ces dernières années. Et ce que j'aime bien, c'est que vous vous posez souvent la question de est-ce que ce truc-là est utile? Est-ce qu'il a vraiment porté ses fruits? Et donc, vous n'hésitez pas à réinventer les choses. Est-ce que tu peux nous... justement, concrètement, nous expliquer ce sujet BFT Lab, qui est quand même un outil qui a été très utilisé, en tout cas par des chercheurs ou en tout cas des porteurs de projets de la recherche. À quoi c'était voué? Dans quel objectif vous l'avez lancé? Et surtout, là, vous allez peut-être le relancer, mais quels vont être en fait les enjeux de ce nouveau format? Alors, si j'ai pas trahi de secret non, en disant ça. On a relancé le dispositif aujourd'hui. Donc, très bien, ça tombe bien. Bonne nouvelle. Et donc, effectivement, nous, on est une petite équipe, hein, donc on cherche à faire des choses qui ont le plus d'impact possible, hein, par rapport au développement de l'écosystème. Et donc, sans cesse, effectivement, on aime bien se réinterroger. Et puis, si on peut faire que ce qu'on développe soit pris en charge par d'autres, hein, à certains moments, pour nous dégager du temps pour travailler sur de nouveaux sujets, on est toujours très, très partant. Donc la BFT Lab, effectivement, on l'a lancée il y a 2 ans, en fait. L'objectif, c'était de faire monter en puissance les entrepreneurs avant la création. Parce que on avait le sentiment que les équipes n'étaient pas toujours au niveau. De recherche, hein, c'est ça? Les équipes de fondateurs, avec beaucoup de fondateurs issus de la recherche, hein, des primo-entrepreneurs, donc, mais qui étaient mal outillés et qui, en fait, faisaient démarrer la start-up dans des conditions qui n'étaient pas optimales, hein, par exemple, avec une vision marché qui n'était pas claire. Hein, et donc, ils perdaient beaucoup de temps au démarrage et ça rendait la levée de fonds difficile. Hein. Donc, une vision pas claire de quelle était la roadmap pour développer le produit, ne serait-ce que le choix du premier marché, en fait. Finalement, une vision qu'on plus adresse, techno que produit marché. Exactement. Une vision vraiment très techno, un peu en continuité de la R&D. Et comme s'ils étaient dans un bureau d'études et voilà, on monte les TRL. Mais en fait, est-ce qu'il y a réellement un marché? Est-ce qu'il y a des clients qui sont prêts à payer? Est-ce que la valeur apportée est suffisamment significative pour que des gens se déportent de leur solution actuelle pour venir sur celle-là? Tout ça n'était pas complètement clair, avec des niveaux d'ambition aussi qui pouvaient être limités, une mauvaise compréhension finalement du fait que peut-être le marché n'était pas en France, qu'il était ailleurs. Et donc, des boîtes dont on sentait qu'elles avaient du mal à convaincre les investisseurs. Et ça, pour nous, c'était un problème. Et donc, on s'est dit, il faut y travailler avant la création. Et avec l'État, on a imaginé le produit BFT Lab, en fait, qui apportait des moyens
aux acteurs qui accompagnent la création de start-up, hein, que ce soit les organismes de transfert de technologie ou les incubateurs, ou les organismes académiques qui eux-mêmes ont des processus d'accompagnement à la création, comme le CEA, par exemple, ou l'INRIA. Et donc, on a mis ça en place. Et en fait, on s'est rendu compte petit à petit que ils s'en servaient pour faire des études de marché, enfin un certain nombre d'études qui en fait n'étaient pas appropriées par le futur fondateur. C'était fait un peu à côté, c'était sous-traité. Et en fait, le futur fondateur restait dans sa dynamique techno. Donc, il avait des documents. Mais il ne savait pas quoi en faire. Mais il ne savait pas quoi en faire. Un peu déconnecté. Voilà. Trop théorique. C'était exactement. On était donc il y avait de la matière, il y avait le travail qui était fait, mais pas par la personne qui allait créer la boîte. Voilà, qui devait créer la boîte et dont il fallait qu'on s'assure qu'elle avait les épaules suffisamment larges pour créer la boîte. Et même parfois mobilisée par des profils qui n'allaient pas monter la boîte. Tout à fait. Ça aussi, on l'a vu. Tout à fait. Des projets de recherche qui paraissaient intéressants et dans cette course un peu à la création de start-up, de se dire on va quand même mobiliser BFT Lab, mais sans avoir le fondateur. Ouais, et ça, c'est quand même un vrai sujet parce que monter une boîte, c'est quand même un état d'esprit. Exactement. Et ça ne peut pas être, je dirais, sous-traité d'être entrepreneur, quoi. Exactement. Et on ne peut pas dire ah ben, je fais la boîte quelque part et puis quand j'ai mon pot de yaourt et puis je vais ensuite aller chercher quelqu'un qui va m'acheter ma boîte qui est prête. En fait, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc, on s'est dit, il faut changer la donne pour s'assurer qu'en fait, les choses se fassent autour du fondateur. Donc voilà, on a travaillé avec des différentes parties prenantes, des fondateurs, avec des gens qui avaient vous avez pris accompagné. Des feedbacks. Voilà, on a écouté beaucoup de gens. On s'est réunis aussi avec nos collègues des pouvoirs publics qui soutiennent cette politique publique. Et puis petit à petit, on a redimensionné quelque chose, voilà, qu'on redémarre là. Trop bien. Et qui va permettre, là, qui se reconcentre sur vraiment la montée en puissance du chercheur entrepreneur et sur la constitution d'équipe. Donc, la capacité aussi à financer un co-entrepreneur qui va, mais du coup, développer le projet de start-up, la vision marché, parce que la question du product market fit, c'est vraiment un sujet clé. Est-ce qu'il y a des clients? Est-ce qu'il y a de l'appétence à acheter? Voilà, même si ce n'est pas pour demain, mais il faut s'assurer qu'il y ait des gens qui disent si jamais ça existe, moi, sortir de la théorie, quoi. Voilà, sortir de la théorie, pragmatique. Aller rencontrer du monde, se rendre compte, est-ce que c'est loin, pas loin voilà. Et donc, du coup, là, l'enjeu de la BFT Lab, nouvelle formule, c'est de pouvoir amener des ressources autour du chercheur ou du binôme chercheur-entrepreneur, enfin, chercheur, soit le chercheur se dit je veux y aller tout seul, mais dans ce cas-là, on va l'outiller et il va falloir que lui-même s'outille pour justement produire lui-même les éléments d'analyse marché, etc., décider de quelle expertise il a besoin. Il faut le mettre en situation. En fait, l'enjeu, c'est de le mettre en situation d'être l'entrepreneur qu'il veut être et sinon d'aller chercher un binôme pour que ensemble, ils se mettent en situation de construire les éléments de cette start-up et que du coup, si jamais ils disent bon ben c'est bon, on sent qu'il y a tout ce qu'il faut pour démarrer, en fait le départ soit lancé et on puisse se dire oui, ils ont démontré qu'ils avaient la capacité à faire démarrer la boîte. En tout cas, dans ce qu'on a constaté, c'est une vraie porte pour les iLab derrière, qui est tout à fait un outil de financement important des startups deep tech au démarrage. Et c'est vrai que bien structuré, ça permet vraiment pour vous d'avoir des dossiers aussi de meilleure qualité à financer. Ce BFT Lab, il va être distribué par les PUI, si je... Alors PUI, mais même hors PUI, tous les acteurs académiques et leurs filiales de transfert de technologie. D'accord. Donc on a élargi. Ok. Ah oui, c'est parce plus que sur les PUI. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tout le monde n'est pas trop au fait de ce qu'est un PUI et de pourquoi on les a structurés, l'année dernière, c'est sur ces 2 dernières années qui se sont vraiment structurés. C'est quoi l'enjeu déjà, c'est quoi un PUI et surtout, c'est quoi l'enjeu d'avoir structuré cette dynamique-là dans les universités françaises?
Alors ça, c'est les PUI, en fait, c'est une idée qui a émergé au moment du travail sur la loi de programmation sur la recherche. Donc, c'est il y a quelques années. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle est sortie exactement, cette loi. Je n'ai pas la. Voilà. Mais Faudrait, voilà. on demandera à ChatGPT. Ouais. C'est facile à trouver. Et donc, au début, ça n'a pas vraiment été mis en œuvre parce que on se cherchait pour savoir que faire avec, en fait, le côté État. Ce qui avait été proposé dans le cadre des groupes de travail qui avaient été à la manœuvre de préparation de la loi de programmation sur la recherche, c'était de se dire finalement, si on regarde au niveau international, les universités qui sont des grandes universités qui produisent des belles entreprises, qui font de l'innovation, qui ont beaucoup de spin-off. C'est des universités dans lesquelles l'ensemble des activités liées à l'innovation sont organisées avec un niveau de professionnalisation qui est élevé. Alors que ce qu'on avait en France, on avait fait plutôt le choix de créer des objets à côté. Par exemple, les SAT, qui étaient... des structures de valo. Voilà, où on avait les incubateurs de la recherche. C'était pas à l'intérieur de l'université, qui étaient à l'extérieur. Donc, on avait beaucoup d'acteurs qui étaient à côté les uns des autres, mais dont la coordination n'était pas un élément premier, en fait. Et elles se passaient le ballon sans forcément travailler de façon systémique, écosystémique. Et donc, c'était ça l'idée. Et le législateur avait validé le fait qu'en France, finalement, on mette les moyens pour créer une quinzaine de pôles universitaires d'innovation autour d'universités à haut niveau de recherche qui vraiment déploieraient l'ensemble des fonctions liées aux services aux entreprises, à l'accompagnement de l'open innovation, création de start-up, etc. Et donc, c'était ça l'idée. Il a fallu que ça mature un peu parce que ça venait en contradiction avec la stratégie justement des SAT et de l'organisation plutôt à côté qu'on avait, où chaque fois on avait créé de nouvelles structures pour traiter des problèmes. Et finalement, le ministère de l'Enseignement supérieur s'est lancé. Il a testé ça pendant 1 an en faisant des pôles universitaires d'innovation pilotes sur plusieurs sites. Et puis, il y a eu un appel à projet qui a été lancé et qui demandait quoi aux acteurs académiques, qui leur disait sur un site, réunissez-vous entre à la fois université, école, tutelle des différents labos de recherche présents, incubateurs, incubateurs de la recherche publique en particulier, organismes de transfert, dont les SAT, réunissez-vous et essayez d'organiser, dans le cadre d'un collectif, il ne s'agissait pas de créer une nouvelle structure, justement. Mais en tout cas, d'organiser un projet commun cohérent. Voilà, d'organiser quelque chose qui fasse que ces activités autour de l'innovation, qu'il s'agisse de créer des entreprises ou qu'il s'agisse d'apporter des services aux entreprises en matière de soutien à l'innovation, que tout ça soit organisé d'une façon fluide, avec des périmètres efficace, et une chaîne de valeur plus efficace. Voilà. Et donc, l'État a dit, moi, je mets un peu d'argent sur la table pour vous aider à créer ça. Et puis après, on verra comment les choses se mettent en place. Et donc, c'est la situation dans laquelle on est. On va faire l'évaluation à mi-parcours l'année prochaine. Et selon toi, si je dirais, tu ne veux pas montrer du doigt, ou en tout cas valoriser certains, qui sont on est quand même sur un pays avec un pôle de recherche incroyable. C'est vrai que quand on évolue dans cet écosystème et qu'on entend les médias, on se dit quand même, ils sont critiques, mais quand même en France, on a un pôle de recherche incroyable, on a des cerveaux incroyables. La vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont là et qui partent pas, qui sont un peu nos premiers champions, en fait, dans les universités. Où est-ce qu'on a vraiment des pépites qui ont déjà émergé, que vous avez financées suite à ces différentes actions, alors qu'ils sont encore en cours de structuration pour certaines, mais il y a quand même des acteurs qui sont quand même des acteurs significatifs en Europe et dans le monde aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de belles entreprises qui ont émergé de nos laboratoires de recherche. Alors, il y en a
Bon, on va pas citer des territoires parce que suivant les territoires, en fait, il y a des compétences dans Tout des à fait. domaines qui peuvent être différents. Il y a Et des territoires il y plus a sur parfois, l'agro, d'autres plus sur la santé, exactement, tout et à puis fait. parfois il y a de très bons laboratoires au sein d'universités qui sont moins connus, mais en fait les gens savent que c'est là qu'il y a des spécialistes. Voilà, donc c'est assez. Puis c'est un monde qui fonctionne beaucoup en réseau, en Ça, c'est fait. vrai. D'ailleurs, réseau à l'échelle nationale, mais à l'échelle Européenne, internationale. Voilà. Et donc, énormément. c'est vrai qu'on a un tissu de recherche de grande qualité avec des organismes un binomage, une articulation entre des grands organismes nationaux de recherche et puis des universités qui fait, c'est parfois, ça peut apparaître parfois un peu comme de la complexité, mais en même temps, ça fait aussi la force. Un organisme comme le CNRS ou le CEA ou l'INSERM, enfin, c'est des organismes qui sont reconnus à l'échelle internationale et qui tirent aussi Et qui créent vers des le... projets ensemble Exactement, régulièrement. et qui permet Mm. de fédérer un certain nombre d'acteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle les agences de programme qui ont été créées pour justement renforcer ce côté coordination. Voilà, donc cette articulation locale-nationale, elle est vraiment très riche. Il y a beaucoup, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui émergent. Bon, on voit, bon, moi j'ai une tendresse particulière pour Alice et Bob, par exemple, qui a été à la fois accompagnée sur Lyon, sur Paris, enfin, qui est vraiment un très beau produit de ce que peut accompagner justement cet écosystème deep tech académique. Mais des beaux projets, on en a dans beaucoup de domaines. Et on voit que sur des domaines, sur des domaines, mais que ce soit le nucléaire, le quantique, enfin, on est vraiment à la pointe. Et même si on a moins de moyens que les États-Unis ou la Chine, en fait, on est en capacité de sortir d'une qualité de science et de technologie qui est vraiment, qui fait partie des meilleurs au monde. Des meilleurs au monde. Ouais. Voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment d'apporter les meilleures conditions possibles pour que ces projets-là puissent Exister. Voilà, puissent exister dans de bonnes conditions et qu'ils puissent continuer à collaborer entre académiques et start-up. Parce que ça, c'est un vrai sujet. En Ouais, ça, France, tu m'en as parlé. on a vraiment une logique de séparation entre le monde public et le monde privé. Alors qu'en fait, finalement, les startups deep tech, c'est des émergences du monde public. Il y a un moment donné où c'est complètement sorti, mais il y a toute une phase pendant laquelle ça doit collaborer. Et ça collabore, c'est pas juste un contrat de transfert de technologie, je te donne la techno et tu te débrouilles. C'est les gens qui se parlent ensemble, c'est des tests chiffres, c'est de l'accueil sur place, c'est de la recherche collaborative, c'est des discussions entre chercheurs, c'est l'utilisation du matériel et des plateformes technologiques qui sont dans les labos pour pouvoir réfléchir ensemble et travailler. Et il y a toute cette collaboration entre les deux. Start-up, labo, mais pas que, hein. ETI, grand groupe. Tout à fait. C'est encore un des challenges, je pense, de l'avenir de désiloter ces mondes et de rendre la recherche un peu plus accessible, voire audible pour une certaine partie de nos écosystèmes. Hein. Les PME sont... Les PME sont un des sujets. Nous, c'est une de nos priorités d'essayer d'ouvrir le monde, l'écosystème de la recherche aux PME. Parce que là, on est dans des mondes qui sont très loin les uns des autres, avec une vraie difficulté à se parler. Mais il y a aussi plein d'acteurs intermédiaires. Enfin, c'est tout un écosystème. Hein. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'écosystème, mais ça fonctionne vraiment comme ça. Et il y a des sociétés de recherche sous contrat qui sont des entreprises privées, mais qui font de la recherche, qui se nourrissent de leur collaboration avec des laboratoires et puis qui peuvent travailler pour les PME. Il y a les centres de recherche d'innovation technologique, il y a les instituts Carnot, il y a les centres techniques industriels. Enfin, il y a toute une nébuleuse d'acteurs qui vont justement du très académique jusqu'au très appliqué. Et en fait, l'enjeu, c'est de pouvoir coopérer de façon fluide et peut-être entre ces aussi, différents acteurs. C'est vrai que ça, on le perçoit de l'extérieur, de clarifier de mieux en mieux les rôles de chacun, parce qu'effectivement, on voit bien qu'ils sont nécessaires,
mais que parfois les périmètres de chacun, il y a aussi des petites concurrences entre acteurs, mais qui est plutôt liée aux enjeux, aux objectifs, au périmètre, qu'à l'intention. Et ça, c'est un des enjeux, je pense, des prochaines années, de clarifier ça pour rendre plus accessible et en tout cas faire sortir la recherche vraiment de nos labos. On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé. Là, on est dans un moment, je dirais, chahuté. Donc, on sort de cette phase, je dirais, post-Covid, qui a été hyper bénéfique à l'écosystème tech et inno. On rentre dans une phase où l'innovation, en tout cas le financement de l'innovation, est régulièrement remis en question, attaqué, remis en balance dans les prochaines politiques budgétaires et dans les arbitrages budgétaires. On a vu déjà le statut de jeune docteur qui a été mis en difficulté, alors que c'est quand même un des leviers pour intégrer ce monde de la recherche au privé. On voit aussi que les appels à projets ils se font moindres. En tout cas, les taux de sélection sont un peu plus élevés qu'avant. Splendid Tech, il a un objectif à 2030. Qu'est-ce que finalement les enjeux actuels de la dette et des prochains arbitrages vont avoir comme impact pour l'écosystème, et comment BPI, entre guillemets, va essayer de continuer à soutenir, parce que vous, c'est votre métier, quoi, j'ai envie de dire, votre intérêt. C'est notre ADN. Voilà, mais qu'est-ce que ça va changer très concrètement demain, que ce soit en termes de typologie de projets accompagnés, de secteurs soutenus, même de process peut-être de sélection. Est-ce qu'il va y avoir moins de projets financés mais mieux? Est-ce qu'on va structurer les financements vers d'autres étapes des projets? Voilà, qu'est-ce que ça impacte pour vous, et à quoi doit s'attendre en fait l'écosystème ces 3-4 prochaines années? Parce là, on a quand même bien compris que ça n'allait pas durer que 6 mois. Voilà, malheureusement, mais voilà. Est-ce que ça va tout arrêter? Est-ce que ça va tout freiner? Alors, c'est clairement la phase qu'on a connue avec des moyens qui étaient quand même considérables et qui a permis de consolider un écosystème. Cette phase-là, elle est sur sa fin. Tout à fait. Donc, s'il y a une certitude, c'est qu'il va y avoir moins d'argent, moins de moyens. Je ne pense pas m'avancer. On avait à peu près compris, on le sentait déjà depuis quelques mois. Pour autant, en tout cas, le gouvernement actuel, et je pense qu'il y a consensus quand même de la part des différents bords politiques sur le fait que c'est important de continuer à soutenir l'innovation et que c'est important de soutenir l'innovation de rupture, celle qui va permettre de positionner la France dans des filières industrielles, économiques, industrielles, qui sont les filières de demain. C'est tout le sujet autour de la souveraineté aussi. Les questions qui restent ouvertes, c'est quoi ces filières, en fait, on peut faire des choix qui sont différents. Il y a des sujets autour de la santé, il y a des sujets autour de l'IA, il y a des sujets autour de la décarbonation, il y a des sujets autour des infrastructures, de la mobilité, etc. La défense, dont on parle beaucoup. Bien sûr, la défense. Tout ce qui est dual. Tout ce qui est dual. Donc, il y aura des choix à faire. Et qui ne sont pas complètement faits. Et qui ne sont pas faits pour l'instant. Donc, c'est un travail qui est en cours. Il y a en cours tout un travail d'évaluation du précédent de France 2030, justement. La façon dont ça s'est déployé, qu'est-ce que ça a financé, quel impact, quels enseignements on en tire. Donc ça, c'est un travail qui est en cours par le comité de surveillance des investissements d'avenir et qui est en train de faire cette analyse. Et la Cour des comptes réfléchit aussi sur les sujets d'articulation, recherche académique, recherche dans R&D dans les entreprises, avec ce sujet. Il y a tout le sujet du crédit impôt recherche. Il y a le sujet du crédit impôt recherche. En France, on est à 2,2% du PIB qui est sur la R&D. Ça paraît trop faible pour pouvoir justement construire l'avenir. Donc, il y a une volonté de savoir est-ce que ce qu'on finance sont bien les bonnes choses. Est-ce que ça a de l'impact? Parce que le crédit impôt recherche, c'est un sujet
c'est quand même un des premiers levées de financement, levier de Ouais. financement de la recherche. Euh, c'est énorme pour les entreprises, grosses, Ouais. petites et moyennes. Mais ça finance des choses assez différentes. Mais ça finance pas que de la vraie recherche. Exactement. Enfin, en tout cas, ça finance peut-être pas ce qu'on a envie de financer demain. Bah, pas que. Voilà, pas que. Et dans une période où on doit faire des choix, toutes ces questions-là, Elles sont en cours. voilà, Quoi. elles vont se poser, elles se posent. Et effectivement, il y a une nouvelle stratégie à construire qui s'inscrive dans la continuité. Donc, il n'y a pas de discussion en disant non, mais tout ça, c'est pas sérieux. On laisse tomber, on a dépensé beaucoup d'argent et en fait, ça sert à rien. Ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Je pense qu'il y a une conviction partagée sur le fait que c'est aussi comme ça qu'on fait de l'innovation dans un pays comme le nôtre. Mais comment on va resserrer les choses, comment on va allouer les moyens, effectivement, quel type d'appel à projet. Qu'est-ce qu'on évalue peut-être voilà. Est-ce qu'on évalue autrement les candidats aux appels à projets? J'imagine que même si tout n'est pas su, en tout cas si toutes les décisions ne sont pas prises, j'imagine que déjà vous, à l'échelle BPI, quand vous regardez les candidatures des appels à projets ouverts, vous êtes déjà dans une démarche peut-être un peu plus exigeante sur les typologies de projets financés. Est-ce que ça a changé des choses sur vos processus d'évaluation, sur l'exigence que vous pouvez avoir par rapport à certains projets qui étaient peut-être financés en 2019, mais qui ne le seront plus en 2025? En tout cas, qui n'auront pas accès au même niveau de financement. Non, mais effectivement. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, aujourd'hui, comme projet, quand vous recevez vos candidatures? Parce que je sais que vous recevez des flots de candidatures sur les appels à projets. Donc, souvent, ça vous demande un gros travail d'évaluation. Oui, c'est un gros travail. Puis, on mobilise un large panel d'experts pour nous accompagner sur l'évaluation. Donc, tous ces processus d'évaluation, c'est très, très lourd. Effectivement, on analyse beaucoup de choses. Effectivement, le système de contraintes dans lequel nous met l'État au regard des moyens, parce que sur chaque appel à projet, en fait, il y a un choix sur les moyens qu'on va allouer. Et au regard de ces moyens, en fait, on arbitre et on met la ligne de démarcation entre ce qui est pris et ce qui n'est pas pris à un niveau qui va être effectivement différent et qui est de plus en plus exigeant. Là, on va voir quels nouveaux appels à projets sont ouverts. Il y aura moins d'appels à projets, mais on est dans une phase intermédiaire, justement, parce qu'on est encore dans la logique France 2030, c'est pas terminé, mais on n'a pas encore redéfini les nouveaux critères. Les nouveaux critères, en fait. Donc, on fonctionne sur les mêmes critères, mais avec des enveloppes qui sont plus petites. Et voilà. Et donc, ça fait l'objet de beaucoup, beaucoup de discussions. En fait, mais j'imagine bien. C'est une gouvernance qui ne vous implique pas que vous, en plus. Exactement. C'est une gouvernance qui est très, très lourde parce qu'en fait, dans ces décisions-là, sont mobiliser aussi les services de l'État. Il y a des commissions qui regardent les projets et qui discutent. Nous, on présente justement nos évaluations, mais ça fait l'objet de débats avec l'ensemble des pouvoirs publics qui sont concernés. Il y a des comités par différents domaines thématiques, industriels, et donc on s'inscrit dans ce cadre-là. Donc les discussions sont effectivement beaucoup plus challengeantes et parce que pour l'instant, il y a moins de moyens. Mais je pense que l'enjeu, ça va être vraiment de reconstruire ce prochain plan pour déterminer qu'est-ce qu'on veut soutenir, sur quoi on veut mettre la priorité et pour voir comment on va le faire. Est-ce que pour toi, il y a quand même un sujet encore d'être plus exigeant sur finalement la capacité de marché des projets financés? Alors, je dis ça un peu en provoque parce que on voit beaucoup de projets très techno qui sont financés, je chatouille exprès, mais qui sont financés pendant 4-5 ans que par des fonds publics, qui font la course aux appels à projets et qui finalement mettent 5 ans avant d'aller voir un client. Est-ce que ça, à ton avis, ça va continuer ou est-ce qu'il va y avoir un niveau d'attente des financeurs publics, mais on va en parler après, mais il y a aussi les capital risqueurs qui vont être de plus en plus importants dans ce jeu, mais peut-être une attention plus importante à finalement accélérer cette capacité à générer de la croissance ou en tout cas à aller sur le marché
plutôt que de financer des projets. Alors, j'exclus la santé, qui est quand même dans un secteur très, très Oui, spécifique. puis c'est très spécifique, c'est très organisé, ça fonctionne bien d'une certaine façon, c'est très processé. Mais il y a quand même pas mal de boîtes compte tenu des années sur financement public, et ça peut faire partie, ou entre guillemets être perçu comme une limite dans le système. Comment tu vois évoluer les choses, toi, là-dessus? En tout cas, nous, on y est beaucoup plus sensible. Là, ça fait partie des sujets. Justement, on essaye de voir au bout de combien de temps, quel est le taux de décès, si j'ose dire, des entreprises qui ne réussissent pas à lever de fonds. Comment est-ce que ça se rallonge justement parce qu'il y a plus d'argent public? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'elles meurent très vite, en fait, hein? Oui, toutes ces questions. Donc, c'est effectivement des questions qu'on se pose. On se dit qu'il faudrait qu'il y ait effectivement, que le sujet de l'accès au marché est un sujet clé. Pour autant, finalement, c'est un continuum. Donc, la question, c'est quels sont les bons véhicules pour pousser un petit peu plus loin, pour dérisquer, jusqu'au moment où le privé peut prendre le relais. Parce qu'en fait, quand on est sur des technos qui viennent de la recherche, on parlait d'Alice et Bob, en fait, hein, malgré tout, quand la boîte se crée, elle est quand même loin de son marché. Il y a encore beaucoup de R&D à mener. La techno est encore à prouver. Exactement. Il y a beaucoup, on a aussi ces éléments-là sur les startups du nucléaire. Donc, il y a un gros travail. Est-ce que ce travail, le bon endroit pour le faire, c'est dans une startup ou est-ce que c'est dans le laboratoire? Donc, on voit que c'est compliqué de le faire dans le laboratoire, sauf pour des acteurs comme le CEA, par exemple, qui vont être capables d'accompagner plus loin. Mais donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir un peu globale. Peut-être que la start-up est la bonne structure, mais dans ce cas-là, parce que c'est intéressant d'avoir une start-up, parce que ça permet d'aller chercher des fonds privés pour le financer. Si en fait, c'est une start-up, mais qu'elle continue d'être financée par de l'argent public, mieux vaut peut-être qu'elle reste dans la sphère publique, en fait. Tout à fait. Et puis, on en parlait en préparant l'entretien, mais au regard des prochaines années, il est évident que le rôle des financeurs privés, alors que ce soit les banques, d'ailleurs, les banques traditionnelles, mais les fonds early stage et puis les fonds de croissance vont avoir un rôle de plus en plus important. On a reçu sur ce podcast Jean-Philippe Zogby qui nous expliquait de manière assez claire qu'un de leurs objectifs en tant que fonds early stage dans la deep tech, c'est vraiment de faire en sorte qu'au premier cycle, la techno ne soit plus un sujet pour le prochain fonds. C'est-à-dire que finalement, on puisse dérisquer une techno pour rassurer les prochains investisseurs privés. Quel va être finalement l'enjeu de BPI aux côtés de ces acteurs pour justement accélérer finalement les investissements de fonds privés qu'on ralentit cette année. On voit qu'il y a eu un ralentissement cette année. Cela étant, il y a quand même de l'argent, tu me l'as dit. Ouais. En fait, l'argent n'est pas vraiment le problème. Le problème, il est un peu ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, c'est quoi votre ambition côté BPI sur l'activation de cet argent qui existe dans des fonds, dans des family office, pour justement l'accélérer et venir compenser? Alors, on l'évoquait un peu avec la BFT Lab. Nous, l'enjeu, c'est d'avoir des startups qui soient plus crédibles pour les investisseurs, qui se créent au bon moment. Et parfois, les startups se créent trop tôt. Et ça, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu de la part des investisseurs. Elles se créent trop tôt parce que finalement, il y a plus d'argent pour les startups que pour la recherche. Et donc, y compris d'ailleurs, nous, on est en première ligne, BPI France, il y a plus d'argent public pour les startups que pour... alors, il y a beaucoup plus d'argent pour la recherche, mais pour une équipe qui veut pousser son projet, en fait, c'est compliqué de rester. Et donc, parfois, la boîte se crée trop tôt. Et du coup, elle n'est pas crédible pour... Technologiquement et d'un point de vue business, pour lever. C'est ça, exactement. Okay. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on souhaite adresser avec l'ensemble des acteurs pour s'assurer que... les boîtes ne soient pas créées trop tôt, en fait. Alors ensuite, quand elles sont créées, nous, là, on va lancer cette année, ça fait plusieurs années qu'on le testait en POC, un accélérateur à la levée de fonds. Parce que nous, on voit passer beaucoup de boîtes. On a une équipe qui s'appelle le pôle Deal Flow au sein de BPI France qui
passe toutes ses journées à recevoir des boîtes qui sont en période de levée de fonds, d'ailleurs en early stage, mais aussi sur des séries beaucoup plus matures, et à les aider à redéfinir leurs propositions de valeur et à les aider à les envoyer vers les bons acteurs ou à leur dire vous n'êtes pas prêts. Et donc là, on va passer à l'échelle pour faire cet accompagnement pour des boîtes qui sont justement 2 ans, moins de 2 ans, et des boîtes deep tech, et qui sont en première levée de fonds. Donc, on va essayer de participer à faire La passer maturité, voilà, plus concrètement ce que sont les attentes des investisseurs, ce qu'ils attendent de la part d'une start-up, pourquoi est-ce qu'ils investissent, quels sont les éléments clés, de façon à rendre les fondateurs plus solides, plus crédibles, plus robustes. De l'autre côté, on va travailler de façon plus active avec l'ensemble des investisseurs. Alors, les fonds d'investissement deep tech, ils n'ont pas besoin de nous, ils s'y connaissent. Oui, c'est les autres. Voilà. Mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont des fonds plus généralistes, des fonds en région, ou Les des family office. Il y a tout un tas d'acteurs plus, qui s'y connaissent pas vraiment dans la deep tech et qui ont besoin d'être rassurés. Alors, parfois, ils viennent avec nous en co-investissement quand c'est BPI France, mais BPI France n'a pas vocation à être co-investisseur sur toutes les startups deep tech. Même si pour nous, on investit beaucoup et c'est un de nos gros domaines d'action. Mais l'enjeu, c'est plutôt de mobiliser notre réseau d'expertise. Je disais, on a beaucoup d'experts dans le financement, par exemple. On mobilise énormément d'experts justement pour évaluer la maturité, les technos, le marché, etc. Et donc, pouvoir mobiliser tout ce savoir-faire pour pouvoir sécuriser des investisseurs qui ont moins cette culture de la deep tech et pouvoir les amener vers la deep tech, sur une deep tech qui fait sens, parce que on voit que quand même il y a des domaines pour lesquels, et on parlait des family office, les family office sont sensibles à ces questions de justement investir pour des projets qui changent le monde. Pour des projets qui changent le monde, et familialement, il peut y avoir une appétence particulière sur les sujets de développement durable, de santé ou autre, ou de souveraineté, et donc pouvoir aller mobiliser ça, mais en sécurisant les acteurs. Et en les éduquant au sens positif du terme. Participer à faire monter tout le monde en compétence sur ces sujets pour réduire l'asymétrie d'information, si j'ose dire. Pour toi, c'est encore la marche est grande, c'est-à-dire est-ce que cet écosystème qui est quand même complexe. Moi, par exemple, j'ai fait une école de commerce. Je veux dire, quand tu parles à des chercheurs au CNRS qui te parlent de deep tech dans les molécules ou dans la biotech, je veux dire, pour quelqu'un qui ne vient pas de ce monde-là, c'est extrêmement complexe de définir le caractère réellement innovant d'un projet, en fait, pour quelqu'un qui doit soit investir, soit même être recruté. Parce qu'en fait, il y a quand même tout un enjeu de mélanger, je dirais, les genres dans ces entreprises-là. Pour toi, la marge d'éducation scientifique dans les fonds, est-ce qu'elle est importante, et est-ce que les fonds, finalement, n'ont pas un intérêt aussi à changer de perspective dans leur staff? C'est un peu provoque comme question, Alors, volontairement. Il faudrait recevoir Michel Delinde. Il doit venir. Ah, super. Il doit venir, ouais. Il faudra lui poser cette question-là. Je pense que les gens peuvent se parler. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait des experts avec lesquels les équipes du fonds, si c'est que des financiers, se sentent en confiance pour dialoguer. Mais il y a des gens qui ont cette capacité de dialoguer avec... Dans les deux mondes. Voilà, dans les deux mondes. Et donc, d'expliquer les choses. Il y a des méthodologies pour le partager. Enfin, c'est tout à fait faisable à condition que ce type d'accompagnement soit un peu organisé, et soit organisé d'une façon qui soit sécurisante pour les sociétés de gestion, pour les équipes d'investissement. Voilà, il faut créer de la confiance, il faut expliciter la méthode, il faut qu'il y ait des gens qui soient reconnus. Enfin,
Et c'est pour ça que nous, en mobilisant notre réseau d'experts, on pense qu'on peut être ce partenaire de confiance Tout à qui fait. dit, voilà, si vous mobilisez telle et telle personne sur tel type de sujet, santé, tel type de molécules, etc., pour tel type de problème, il sait faire, l'évaluation sera fiable, etc. C'est comme faire des due diligence, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est la due diligence technique. Alors, il y a ces éléments là-bas, mais il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire pour les gens qui ont l'habitude d'investir dans du capital risque de type numérique, c'est pas le même modèle économique. Tout à fait, tout à La fait. deep tech, c'est du capital patient. C'est pas les mêmes modèles de marché du tout. C'est pas les mêmes modèles de marché du tout. Ni les mêmes modèles de croissance. Voilà. Et donc, il y a probablement à faire comprendre que faut pas attendre la même chose. Si on se retrouve, d'ailleurs, les investisseurs côté capital risque deep tech, quand ils se retrouvent au board avec d'autres personnes qui sont capital risque numérique, ça parle pas la même langue. Voilà, ça peut générer du conflit parce que en fait, c'est la pression qu'ils vont mettre sur l'équipe dirigeante peut être vraiment contre-productive. C'est vrai. Au sens où le timing qui est proposé d'accès au marché n'est pas cohérent. Et donc, ça peut amener à faire des choix qui, en fait, plantent la boîte pour pouvoir... parce qu'il va vouloir sortir trop tôt. Voilà. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que les entrepreneurs de la deep tech qui lèvent, ils sont assez exigeants quand ils sont chez des fonds parce qu'en fait, ils ont vraiment peur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont avoir une attention à qui va être dans leur board, dans le fond, la philosophie d'accompagnement. Alors, il y a des fonds qui sont super, hein, franchement, qui travaillent vraiment main dans la main avec Biomemory, c'est ça, avec son fonds. Il y a aussi des fonds qui prennent vraiment le parti de dire, nous, au board, on met des gens qui ont une vraie expertise sectorielle et qui vont vraiment être presque pas opérationnels dans la start-up, mais qui vont avoir une valeur sur cet enjeu de construire un modèle économique qui, parfois, n'existe pas encore, ou en tout cas, qui doit se créer, parce qu'en fait, on crée carrément un marché et en amont, en aval. Donc, c'est vraiment des modèles très complexes qui ne sont pas complètement enseignés encore. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit train de retard aussi dans l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'on va sortir des entrepreneurs futurs qui n'ont pas été mergés avec cette culture-là. Et ça peut être un enjeu. Et ça me permet... c'est vrai, quand on a discuté, toi, tu as une attention assez particulière à l'éducation. Les sciences, elles n'ont jamais été autant mises en avant. Enfin, je veux dire, moi, il y a 15 ans, 20 ans... Être chercheur dans un labo, c'était vraiment un truc un peu bizarre. Aujourd'hui, ça a changé. En France, c'est quoi l'éducation, ça commence pas. Je dirais que quand on est dans un labo de recherche, ça commence bien avant. Est-ce qu'il y a des enjeux, en tout cas, à adresser très en amont de ça, pour faire en sorte que demain, on soit un pays prêt, en fait, à être un pays de la deep tech, un pays qui se réindustrialise, un pays... qui produit des scientifiques business, en tout cas, qui ont envie d'entreprendre. Alors moi, je pense que ça démarre tout petit. Et je pense que vraiment, on manque de culture économique en France. Et nous, on le voit quand on travaille avec les doctorants et les jeunes chercheurs, parce qu'on a le concours ePhD, où en fait, on accompagne des jeunes chercheurs qui ont envie de valoriser leurs travaux de recherche, le travail de leur thèse dans le cadre de la création d'entreprises. Et la compréhension de ce qu'est un modèle économique, de comment fonctionne une entreprise, ce que sont les flux financiers, ce que sont les enjeux, les différents acteurs, ce que c'est que des fonds propres, de l'emprunt, comment on fait rentrer de l'argent pour se développer, enfin, la relation client, les sujets juridiques qui vont autour, c'est quoi c'est quoi l'entreprise, les contrats de travail, etc. En fait, la culture est très, très faible autour de ça. Et ça, je pense que c'est un vrai problème parce qu'on est dans une société où finalement, on crée de la valeur aussi en créant des organisations. On est une société d'organisation, en fait. Tout à fait. Et en particulier,
d'entreprise, en fait. Dès qu'on est un particulier, c'est ça qu'on peut... alors, même si c'est une association, parce qu'on a vu des deep tech qui se créent sous forme d'association, ça, on le voit quand on échange. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit une structure qui ait un modèle économique, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, qui ait une conscience économique, qui comprenne comment elle se situe dans un jeu d'acteurs avec des flux financiers qui correspondent à des enjeux, à d'une chaîne de valeur qui est beaucoup plus globale, qui est à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et tout ça, cette compréhension un peu globale de l'acteur entreprise qui doit survivre dans un champ marché économique qui est, où il y a de multiples autres acteurs. Et donc, il faut trouver sa place pour finalement prélever la valeur, enfin apporter de la valeur et pouvoir prélever de l'argent en retour pour se survivre, se développer et petit à petit avoir un impact croissant. En fait, très souvent, cette compréhension-là, elle n'est pas là. Et ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent s'enseigner dès l'école. C'est vrai. Parce que, en fait, ça peut s'enseigner de façon simple au début. Et on a beaucoup de gens, probablement, c'est que familialement, en fait, il n'y a pas de... la majeure partie des gens n'ont pas de parents qui sont entrepreneurs. Et même si, en fait, il y a beaucoup de petites entreprises en France, mais ce n'est pas forcément ces gens-là qui vont faire des études de type scientifique très poussées dans la recherche. Et donc, les gens arrivent avec une très forte compétence scientifique, mais un manque complet de compétences entrepreneuriales. Et si on avait beaucoup plus de gens qui étaient outillés entrepreneurialement, en termes d'état d'esprit, ouais, tout à fait. En fait, la bascule se ferait, ils verraient les opportunités de façon beaucoup plus naturelle. Et donc, ça permettrait d'avoir un écosystème qui soit plus solide, en fait. Et plus adaptable, plus résilient, en fait. Exactement. Parce qu'effectivement, au départ, on peut projeter un marché, puis c'est pas forcément par celui-là qu'on va démarrer. Exactement. Parce que l'opportunité business fait que se dévier un petit peu, ça peut permettre d'aller un petit peu plus loin. Exactement. Et si on ne comprend pas comment ça marche, on ne va pas voir les opportunités, en fait. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas dans la tête la compréhension, un peu la big picture, qui fait on sait où on est, en fait. Si on a juste identifié, si on a juste identifié le positionnement, mais qu'en fait, il ne fait pas sens en vrai, c'est juste, on vous a dit, ton business model, c'est ça, maintenant tu le suis. En fait, on ne va pas pouvoir saisir les opportunités. Du coup, comme tu dis, on n'est pas résilient. Tout à fait. Tu m'as aussi parlé d'un autre enjeu pour les années futures, c'est l'Europe. Donc, on le voit à la fois parce que les financements en France vont se tendre, mais aussi parce qu'il y a un enjeu de marché européen. Et tu m'as dit en préparant l'entretien que ça allait être quand même un de vos leviers importants finalement de créer cet écosystème européen de la deep tech au bénéfice de nos startups. Donc ça démarre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enjeux à la fois de financement, pourquoi vous avez besoin de le faire, mais aussi les enjeux de marché. J'imagine qu'il y a un sujet d'élargir le marché potentiel de nos startups françaises, mais à l'inverse aussi de bénéficier aussi des deep tech qui viennent de pas forcément que de chez nous. Comment ça, c'est quoi la perspective autour de l'Europe et du rôle de la BPI dans cet écosystème? Alors nous, effectivement, on travaille de plus en plus avec les autres acteurs européens et en particulier les agences d'innovation. Là, on va d'ailleurs signer un partenariat bientôt avec l'agence d'innovation de rupture allemande Sprint Day. Effectivement, on se situe à plusieurs niveaux. Tu ne l'as pas évoqué, mais un de nos enjeux aussi au niveau européen, c'est d'aligner les pratiques de transfert de technologie pour que finalement, il y ait des pratiques qui soient partagées et qui soient un peu les mêmes dans l'ensemble des universités européennes, en tout cas celles qui sont le plus actives en matière de spin-off, de façon à ce que les entrepreneurs puissent aussi circuler, que ce ne soit pas à chaque fois à réinventer le fil à couper le beurre et que les investisseurs puissent aussi circuler parce que finalement, la façon dont la propriété intellectuelle est traitée dans ces différentes startups est la même et donc, du coup, c'est plus sécurisant pour eux. Donc, on a ce sujet-là.
On travaille avec, il y a d'ailleurs des groupes de travail qui sont pilotés, et organisés au niveau européen par la Commission européenne, donc qui est très, très active sur ces sujets. Mmh. Il y a le sujet d'aller chercher des fonds, qui est vraiment effectivement pour nous un sujet clé. Il y a moins d'argent au niveau national. On pense que comme il y a cette volonté stratégique que l'État français soutient d'avoir une Europe plus souveraine et qui mette le paquet sur l'innovation. Donc là, on pense qu'on peut aussi mobiliser des fonds pour nos entreprises. On va voir la façon dont les choses se font. Ça pourra être en accompagnant les boîtes à aller chercher des fonds au niveau européen ou nous-mêmes en récupérant. C'est une partie des L'opération fonds. de certains des fonds pour les Voilà, redistribuer. exactement, puisque c'est déjà le cas. Aujourd'hui, BPI France mobilise déjà des fonds européens. Donc, c'est quelque chose qu'on peut encore développer. Les régions avec lesquelles on co-intervient aussi, dans un certain nombre de cas, mobilisent des fonds européens. Donc là aussi, on peut y aller ensemble. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'amener plus de fonds moyens européens en France. Ouais, plus de fonds européens en France pour nos entreprises, tout en ouvrant nos entreprises à justement une vision européenne. Donc, les aider à être internationales tout de suite. Pas être que franco-française. C'est compliqué. Nous, on voit sur des startups qu'on a accompagnées pour aller chercher des fonds européens qui laissent tomber au dernier moment parce que faire la présentation en anglais, c'est trop compliqué. Encore en 2025. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet, hein, l'anglais. Hein. Ouais. C'est vrai. Bon, alors avec les outils de l'IA, bientôt, on n'aura plus de problème parce qu'on parlera en français et puis ce sera traduit automatiquement. Mais bon, voilà. Donc, on voit que la culture internationale, elle n'est pas... elle a besoin d'être boostée aussi en France. Et donc, en tout cas, on travaille avec les autres agences à essayer de voir aussi nous-mêmes par rapport aux actions qui sont menées. Nous, on est plutôt côté français, on est plutôt vu comme étant des acteurs qui sont en avance au sens où on a mis en place... Vous avez été copié, tout à fait. Exactement, où on a mis en place quelque chose qui est vraiment systémique. Donc, c'est plutôt nous qui présentons ce qu'on fait. Mais il y a quand même des actions qui sont hyper intéressantes à droite et à gauche. Je citais Sprint Day. Je trouve que la façon dont ils ont monté leur dispositif est vraiment très intéressante. Et puis, les Allemands captent quand même beaucoup de fonds européens pour l'innovation. Tout à fait. Par rapport aux Français de manière globale, c'est sûr qu'il y a quand même, nous on constate, il y a quand même un écart sur les fonds distribués de l'Europe. Il y a des pays un peu plus champions que d'autres là-dessus. Tout à fait. Donc là, il y a un gros enjeu à essayer de construire quelque chose au niveau européen et puis travailler plus. Il y a le marché unique des capitaux, si j'ose dire. Enfin, il y a aussi ce sujet de pouvoir intervenir plus facilement, avoir une logique d'investissement en capital risque qui puisse se jouer à l'échelle européenne de façon plus forte que c'est le cas aujourd'hui. Et donc, vous allez faire tout ça à 15 ? Alors... Non, c'est tout BPI France qui se mobilise. Hein. Pour nous, c'est un sujet important, la Deep Tech. Donc, il y a une mobilisation qui est large. Alors, c'est vrai que nous, on est un peu en première ligne au niveau de la direction Deep Tech, mais là, c'est collectif. C'est sûr que les directions d'innovation, elles sont quasiment Deep Tech. Quand on regarde les discours du gouvernement, en fait, le soutien se fait quand même énormément sur... on entend industrie, on entend santé, on entend IA, on entend quantique. Donc, je dirais que vous êtes en première ligne. 2 questions de la fin, 2 petites questions qui peuvent aller ensemble. Si demain, tu devais, toi, monter une boîte dans la Deep Tech, dans quel secteur tu le ferais ? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire à un chercheur qui se pose la question de monter sa boîte, ou en tout cas de monter une start-up en 2025 ? Alors, si je devais monter une boîte, je la monterais dans le secteur de l'IA. L'IA Deep Tech. L'IA Deep Tech. Il y a IA Deep Tech et IA marketing. Oui. Non, mais vraiment dans l'IA Deep Tech. Et ça, c'est mon péché mignon. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose à réinventer sur la façon dont fonctionnent les organisations. On a construit des grosses structures
C'est vrai. assez lourde, avec beaucoup de fonctions intermédiaires, de coordination, De etc., processus, de processus, d'outils. d'outils, parce qu'en fait, on est soit dans le marché, on est dans la concurrence, hein, et si on veut optimiser la coopération, on était obligé d'intégrer, en fait, parce que si c'est pas intégré, c'est compliqué, c'est de la concurrence. Donc cette articulation concurrence, coopération, elle nous a mené à avoir des très grosses structures qui, en fait, ont leurs limites et sont pour partie devenues dysfonctionnelles et Lourdes. sont lourdes, ont du mal à s'adapter, répondent pas aux enjeux, etc. Et donc, moi, je pense qu'avec les outils d'IA qui sont en train de se déployer, tous les agents autour de l'IA générative, etc., on peut réinventer des pratiques managériales qui permettent d'avoir des structures plus petites, mais qui se coordonnent. C'est quasiment de l'innovation en sciences humaines et sociales. Exactement, exactement. Moi, les sciences humaines et sociales, je trouve que c'est un sujet... Passionnant. C'est passionnant et beaucoup des problèmes de société relèvent de ces sujets-là. Or, c'est souvent peu utilisé parce qu'en fait, le modèle économique n'est pas immédiat. C'est un modèle plutôt de type économie. Et ce n'est pas un modèle de type rentabilité directe, mais c'est à construire, justement. Tout à fait. Et il y aurait de quoi faire gagner beaucoup d'argent aux grosses structures. C'est intéressant justement. parce que ce que tu mets dans Deep Tech, ce qui est rare, finalement, ça peut être une innovation de rupture dans le domaine des sciences sociales. Tout à fait. Et on en a eu, d'ailleurs, on en a. Et on n'en voit pas beaucoup. Encore, non, on n'en voit pas beaucoup. C'est intéressant de te l'entendre dire. Et si tu devais donner justement un conseil à l'entrepreneur qui se dit bah tiens 2025 hyper tendu budgétairement, allez j'y vais. C'est le bon moment. Mais je pense que c'est le bon moment. Il y a beaucoup d'accompagnement. Enfin, il y a un écosystème qui est top. C'est pas facile. C'est un sport de haut niveau. Tout à fait. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui se lancent pour devenir footballeurs de haut niveau ou nageurs pour les Jeux Olympiques. Donc, il y a beaucoup d'accompagnement. Il va peut-être y avoir moins d'argent public facile à aller attraper, en fait, hein, mais des moyens, il y en a. Ça va faire un tri naturel. Voilà. Et donc, pour quelqu'un qui a un projet, qui a envie d'avoir de l'impact et qui pense qu'il tient quelque chose, l'écosystème est là pour accompagner. Ce n'était pas vrai il y a 20 ans, en fait. Hein. Donc, et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, hein, en fait. Hein. En gros, ton conseil, c'est pas tout seul. Alors, viens, tu seras pas seul. Exactement. Et ouvre-toi sur l'écosystème. Exactement. Ne fais pas tout seul. C'est ça. Faut y aller avec une équipe. Faut s'appuyer sur les acteurs de l'écosystème. Faut éventuellement trouver des cofondateurs. Moi, je pense qu'il vaut mieux y aller en équipe parce que c'est quand même difficile. Et être 2, 3. Après, ça devient compliqué plus. Mais pouvoir se parler. Quand ça va pas, parce que c'est des hauts et des bas quand même, hein, des moments difficiles. Donc, pouvoir être en équipe, se soutenir. Quand il y en a un qui est en haut et que l'autre est en bas, ben ça équilibre. Ça permet d'avancer. Donc, de toute façon, l'expérience est extraordinaire, en fait. Hein. Donc, si ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Et ça, c'est une chance extraordinaire en France, hein, parce qu'on peut démarrer une start-up avec peu d'argent, en fait. C'est vrai. Hein. Après, elle se plante. C'est pas grave. Hein. Ça se valorise. Ça se valorise. C'est une expérience clé. Mais peut-être, d'ailleurs, on voit certains entrepreneurs, hein, ils se sont plantés 1 fois, 2 fois, et puis la 3e fois, justement, ils ont appris. Ça permet de voir si on aime ça. En tout cas, il y en a beaucoup qui structurent aujourd'hui l'écosystème. Il y a beaucoup d'anciens entrepreneurs qui sont venus structurer à la fois les équipes de la BPI, les pôles de compète. Mais en gros, toi, ce que tu dis, ok, c'est dur, mais vous pouvez y aller quand même. Tout à fait. Il y a de l'argent, mais ne soyez pas naïfs, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Exactement. Et on est dans une société qui change. Moi, je trouve qu'en même temps, c'est passionnant. Ça peut être perçu comme étant anxiogène, mais en même temps, c'est dans ces périodes-là que tout est à construire, en fait. Il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles. Et donc, pour les gens qui ont un projet,
Mais même pour ceux qui n'ont pas de projet, il faut venir grenouiller dans le monde académique des projets. En fait, il y en a des tripotés. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est un monde qui s'ouvre de plus en plus à ça. Nous, on le facilite, BPI France. Je rappelle Avec Tandem. Donc, allez sur lesdeeptech.fr et connectez-vous et allez regarder les projets qu'il y a sur Tandem. Et même, on va ouvrir avec des partenaires académiques des chemins pour que les gens viennent chercher leur projet aussi, sans forcément que ce soit un projet prédéterminé. Et de toute façon, l'expérience sera top. Ce ne sera peut-être pas la première, la deuxième fois, la troisième fois, mais il y a plus de choses à gagner qu'à perdre. Donc, il faut y aller. Si j'étais plus jeune, moi, j'irais. J'irais peut-être d'ailleurs. Et l'âge de succès, c'est 45 ans, il paraît. L'âge idéal pour lancer sa start-up. En tout cas, je te remercie beaucoup, Pascal, d'avoir pris ce temps avec nous et d'avoir partagé aussi tous ces éléments, tout ce travail que vous faites au quotidien. Il est précieux. On le voit pour beaucoup d'entrepreneurs. Il est nécessaire. Je pense que sans BPI, on serait plein de ne pas exister, en fait. Donc, c'est un vrai enjeu à la fois pour nous de mettre en perspective tout ce que vous faites, mais aussi de décrypter tout ça pour toutes les parties prenantes. Donc, vraiment, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Merci.